Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'échiquier africain numéro 19, en ce mois de juillet 2026. Trois questions. Quelles leçons peut-on tirer des nouvelles attaques terroristes pro-françaises à l'est de la République centrafricaine? Quelles sont les conséquences de la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France? Pourquoi Emmanuel Macron se rapproche-t-il ostentatoirement de l'ancien chef terroriste syrien devenu chef de l'État de la République arabe de Syrie avec le soutien de l'OTAN? Abordons sans plus tarder la première question. Quelles leçons peut-on tirer des nouvelles attaques terroristes pro-françaises à l'est de la République centrafricaine? En effet, le 30 juin 2026, la République centrafricaine était très tôt réveillée par une attaque brutale. Plus de 700 éléments d'une horde terroriste sans foi ni loi déferlaient à partir des frontières soudanaises et tchadiennes sur la sous-préfecture de la Vakaga en République centrafricaine. Ambition? Prendre le chemin vers Bangui, renverser le régime du président Faustin-Archange Touadéra, traité de tous les noms d'oiseaux et accusé de tous les péchés d'Israël. Question. Qui composait cette horde terroriste venue des frontières soudanaises notamment et tchadiennes? Eh bien, un ramassis de terroristes sous le commandement d'un certain général Noureddin Adam, agent notoire de la DGSE française, proche du régime tchadien du président Mahamat Idriss Déby Itno. Son ambition, prendre le pouvoir à Bangui, répond donc très clairement au projet de punir le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra pour les audaces qu'il a eues depuis son avènement au pouvoir en 2016-2017, de tenter d'émanciper la République centrafricaine de la toute-puissante domination, non moins stérile, infructueuse et nuisible de la puissance coloniale et néocoloniale française. La question qui se pose alors est de savoir quelles leçons on peut tirer de ces nouvelles attaques terroristes où l'on voit s'afficher très clairement la volonté du néocolonialisme français de déboulonner le régime du président Faustin-Archange Touadéra. La première leçon qu'on pourrait en tirer, c'est que très clairement le néocolonialisme français ne change pas sa manière inimitable de s'asseoir dans le sous-continent africain. En perte de vitesse massive dans l'ouest de l'Afrique, où il a été dessouché du Sahel, notamment du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron, essaye de s'accrocher sur le continent partout où il peut. Et manifestement, lâcher le gâteau des ressources minières faramineuses de la République centrafricaine n'est pas à l'ordre du jour du chef de la junte française. Il fonce sur le Centrafrique parce qu'il a perdu le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et il est déterminé à imposer à Bangui un valet de la France-Afrique qui acceptera de continuer la politique qui, de 1960, sous David Dacko, sous Jean-Bédel Bokassa, sous André Kolingba, sous Patassé, sous le général Bozizé, cette politique qui n'a jamais permis à ce pays, pourtant immensément riche, de se développer, il est question de l'imposer. La deuxième leçon qu'il faut en tirer, c'est que le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, en a là pour ses frais. On a tous observé la tentation forte du président Touadéra, tout en maintenant son alliance privilégiée avec la Fédération de Russie, de flatter la France, d'apaiser la France, et même de construire une nouvelle alliance avec Paris. Or, tout le monde sait qu'une alliance avec la Fédération de Russie, sur le continent africain, est incompatible avec une alliance avec la France. La Fédération de Russie est sur une ligne anticolonialiste, anti-impérialiste. Elle est fidèle à ses engagements du XXe siècle aux côtés des Africains combattant les puissances coloniales occidentales. Et la Fédération de Russie n'est ni de près ni de loin
impliqués dans la création des groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique qui ensanglantent l'Afrique et qui sont une émanation des puissances de l'OTAN, notamment des États-Unis, et qui sont ouvertement aujourd'hui soutenus en Afrique de l'Ouest, notamment par la France d'Emmanuel Macron, comme avant celle de François Hollande, ou même avant cela celle de Sarkozy, le grand coupable du saccage de la Libye, aux côtés de Barack Hussein Obama et de David Cameron. Donc, le président Faustin Archange Touadéra peut ici méditer sur l'erreur qu'il a dû commettre en pensant pouvoir apaiser, convaincre, rallier à ses côtés la France, alors même que celle-ci lui en voudra jusqu'au dernier soupir pour avoir un jour esquissé un pas de plus dans la direction du grand Barthélemy Boganda pour la souveraineté du Centrafrique. C'est la deuxième leçon. Enfin, une troisième leçon importante à retenir dans cette affaire. Pour tous les pays africains qui aspirent à la véritable souveraineté, il n'y a pas d'autre choix que de construire des alliances solides, prioritairement dans le monde multipolaire, c'est-à-dire avec la Fédération de Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec toutes les puissances, comme celle de l'Alliance des États du Sahel, qui se battent pour une authentique souveraineté des peuples. C'est avec elles qu'il faut prioriser les alliances, alors que toutes les autres, qui sont encore dans le schéma hégémonique du monde unipolaire dirigé par l'Occident, doivent faire l'objet de relations prudentes, voire tout simplement distantes ou même indifférentes. La souveraineté ne se gagne pas en tentant de gagner sur tous les tableaux. Elle se gagne en s'installant dans son camp et en se battant crânement dans le cadre de ses intérêts vitaux, de ses intérêts stratégiques et diplomatiques. Saluons ici ce succès de l'amitié russo-africaine, puisque c'est grâce à la Fédération de Russie que les forces armées centrafricaines ont été largement en capacité de repousser ceux qui voulaient occuper la ville d'Amdafok et imposer le retour au néocolonialisme. Appelons le président Touadéra à continuer à travailler sérieusement, à faire émerger une génération de Centrafricaines et de Centrafricains qui seront capables de poursuivre le combat de Boganda qu'il avait repris et qu'il doit reprendre de manière franche et claire. Il n'y a pas d'autre choix pour le Centrafrique. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Abordons à présent le second sujet de cette émission. Quelles sont les conséquences de la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France? Le vendredi 26 juin 2026, les autorités burkinabées informaient l'opinion nationale et internationale de leur décision de rompre leurs relations diplomatiques avec la France. Tollé général, scandale pour certains, émoi, étonnement, consternation à Paris, tout naturellement, stupéfaction au Quai d'Orsay. Mais en fait, quelles sont les conséquences de cette décision? On peut imaginer deux types de conséquences. Des conséquences immédiates et puis des conséquences à moyen et long terme. Au titre des conséquences immédiates, à partir du moment où l'État souverain du Burkina Faso annonce qu'il rompt ses relations diplomatiques avec la France, il s'ensuit que les représentations consulaires du Burkina Faso en France ferment et de la France au Burkina Faso ferment également. Le Burkina Faso a joint l'acte à la parole en retirant ses diplomates du sol français. Et Paris n'avait pas d'autre choix que de joindre l'acte du Burkina Faso à la parole. Eh bien, Paris également a retiré ses diplomates. Première conséquence. La deuxième conséquence immédiate, c'est pour les représentants français au Burkina Faso ou burkinabés en France, les formalités liées parfois à des déplacements vers les deux territoires respectifs se feront dans les représentations consulaires voisines. C'est-à-dire que pour les burkinabés ou les personnes désirant se rendre au Burkina Faso à partir de la France, il sera désormais nécessaire de se rendre dans un pays voisin de la France où le Burkina Faso a une représentation consulaire. De la même façon, pour des personnes qui, à partir du Burkina Faso, veulent se rendre en France, il sera nécessaire d'aller dans une ambassade de France, éventuellement ouverte dans un pays voisin du Burkina Faso. Je vois par exemple, tout naturellement, la Côte d'Ivoire comme destination naturelle au regard de la proximité géographique des deux pays. Donc,
Voilà les premières conséquences, des conséquences immédiates. C'est la fermeture des chancelleries et la nécessité pour les usagers d'utiliser les chancelleries voisines. Mais on peut maintenant imaginer d'autres conséquences. Ce sont des conséquences à moyen et long terme. D'abord, à moyen terme, la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France va forcément impacter tous les autres aspects de la coopération entre le Burkina Faso et la France. Je prends un aspect incontournable. La France continue à émettre la monnaie de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, à l'exception de la Guinée. Cette monnaie, le franc CFA, est en réalité émise à partir de la Banque de France. Le Burkina Faso, membre de l'UEMOA, aura toujours à avoir des relations économiques avec Paris dans le cadre de la gestion de cette monnaie. Cela va se faire, bien sûr, dans le cadre de l'UEMOA, mais on imagine que ça va être une source de tension. Et que Paris tentera de manipuler l'outil monétaire pour punir Ouagadougou. Premier point. Deuxième point, conséquence toujours à moyen et maintenant un peu à long terme, Paris va entrer dans la phase finale de ce que le président Ibrahim Traoré a anticipé sous la notion de l'hiver noir. Emmanuel Macron va jeter son dévolu contre le Burkina Faso plus que jamais, déterminé à déboulonner l'homme fort de Ouagadougou, le leader de la révolution progressiste populaire, le capitaine Ibrahim Traoré. On doit donc s'attendre à des attaques terroristes sévères, directement téléguidées, télécommandées, encadrées par le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Mais il y a une conséquence à moyen et long terme que certains ne voient pas et que je me permets d'annoncer avec une certitude de type scientifique. C'est que la décision prise par le Burkina Faso va inspirer plusieurs autres pays africains qui sont dans la même situation dans leur rapport à la France. Quel est le problème du rapport à la France? C'est la duplicité française, notamment dans la question de la lutte antiterroriste en Afrique. Paris a prétendu accompagner ses anciennes colonies, anciens territoires sous tutelles africains dans la lutte antiterroriste, mais Paris s'avère impliqué dans l'agression terroriste contre l'Afrique. Comme vous le savez, à partir de 2011, la France a joué un rôle éminent dans le saccage de la Libye qui a entraîné la déstabilisation du Sahel et la prolifération des groupes armés terroristes, des organisations terroristes mercenaires créées par les États-Unis d'Amérique avec leurs alliés otaniens et moyen-orientaux. Je cite de mémoire le président Emmanuel Macron dans Le Figaro au mois de juin 2017, quand il avait encore toute sa lucidité. Emmanuel Macron a dit « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Donc, on a cette duplicité française qui fait que le Burkina Faso a décidé, pour utiliser une expression ivoirienne, de couper Ignam. Mais est-ce que cette duplicité française n'en est pas moins opérationnelle aujourd'hui contre le Cameroun avec Boko Haram, contre le Tchad avec Boko Haram, contre le Niger, contre le Mali, contre le Nigeria, contre le Bénin? Est-ce qu'elle n'est pas opérationnelle, la même duplicité française, on l'a vu tout à l'heure, contre la République centrafricaine? Elle l'est. Voilà pourquoi il me semble que si Paris s'obstine à cette politique de duplicité, de soutien au terrorisme, avec un affichage, une exhibition d'une soi-disant bonne volonté de coopération, si Paris maintient ce double langage, les conséquences qu'on a vues à Ouagadougou vont se reproduire à Bamako, à Niamey, elles vont se reproduire à N'Djamena, elles vont se reproduire bientôt à Bangui, elles vont se reproduire à Yaoundé et elles vont faire tache d'huile dans tout le continent. C'est dans toute l'Afrique francophone que la diplomatie française sera délogée. Voilà ce que je voulais souligner ici. Abordons sans plus tarder le dernier sujet de cette émission. Pourquoi Emmanuel Macron se rapproche-t-il ostentatoirement de l'ancien chef terroriste syrien Ahmed al-Shara, devenu chef de l'État avec le soutien de l'OTAN? C'est quand même quelque chose de très surprenant. On pourrait dire que la diplomatie, faisant partie du domaine de souveraineté des dirigeants de chaque pays, n'a pas à être jugée de l'extérieur,
Le président Macron a le droit, comme n'importe qui, de nouer des relations diplomatiques et entretenir des relations diplomatiques avec les chefs d'État de son choix. Mais cette opinion ne tient pas longtemps debout. Lorsqu'on regarde le type de chef d'État avec lequel le président Macron a décidé de faire ouvertement à Miami, il y a ce qu'on peut appeler les relations diplomatiques nécessaires avec tous les États du monde. Et il y a des relations diplomatiques exceptionnelles. On voit que Emmanuel Macron tisse avec le nouveau chef de l'État syrien, imposé d'ailleurs par une guerre de l'OTAN contre le régime de Bachar el-Assad. Il tisse avec lui non pas des relations diplomatiques ordinaires, celles qui peuvent exister entre l'État syrien et l'État français, il tisse avec lui des relations diplomatiques exceptionnelles, des relations diplomatiques spéciales. De ce point de vue, le langage non verbal de Macron, eh bien, à Damas, est amplement significatif. Macron fait tomber la veste, il se met en bras de chemise, lunettes de soleil, avec Ahmed al-Shara, il tapote Ahmed al-Shara, lui caresse le dos, il montre une volonté d'osmose, de symbiose, de communion. C'est pratiquement une lune de miel politique que nous avons vue à Damas. D'ailleurs, Macron s'offre au passage le statut de miraculé, puisque 2 explosions opportunes ont lieu devant son hôtel après qu'il en soit largement parti. Bref, en fait, il met en scène une véritable scène de noces de miel, une scène de mariage qu'on pourrait croire contre nature si on oubliait que Emmanuel Macron est véritablement un chef de junte néocolonialiste et terroriste. Bref, Emmanuel Macron affiche une France désormais alliée d'un chef d'État connu comme un terroriste notoire, issu d'Al-Qaïda et d'État islamique, recherché pendant plusieurs années par les Nations Unies, un chef d'État qui, anciennement terroriste, était dans la liste des États-Unis, des hommes à abattre, avec d'ailleurs une somme mise sur sa tête. Pourquoi Emmanuel Macron prend-il le risque d'afficher l'alliance du gouvernement français actuel avec le terrorisme international? Pourquoi le fait-il? Cette question s'impose si on veut comprendre le sujet que nous abordons. Pour comprendre le désarroi de Macron, il faut revenir au Sahel où les troupes terroristes, cornaquées, encadrées par la France et inspirées globalement par l'OTAN, sont en débandade. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, l'espérance de vie d'un terroriste est inférieure à la durée de vie d'une mouche. Emmanuel Macron perd des troupes, il perd des mercenaires. Et l'armée française est incapable de monter en première ligne pour affronter les Africains. Elle est incapable de recoloniser intuitu personae le continent africain. Le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est donc celui de recrutement de troupes opportunistes chargées d'administrer le plan de déstabilisation dont il a besoin pour reprendre le contrôle des richesses africaines que la France pillait depuis plusieurs décennies. Emmanuel Macron a testé ce modèle avec l'Ukraine. Zelensky lui a offert des hommes avec lesquels il attaque le Mali, le Burkina Faso et le Niger. De nombreux militaires ukrainiens liés aux groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel ont été vus en action. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal donnant la bénédiction ultime à tout ceci en assumant le fait que l'Ukraine combat les Africains aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique. Les ukro-nazis terroristes, aux côtés des terroristes du Sahel, n'ont pas été capables de remporter la bataille du contrôle du Sahel central. Alors Macron se rend au Moyen-Orient pour demander au chef terroriste syrien devenu chef de l'État de lui apporter un renfort en troupes opportunistes pour poursuivre son plan de déstabilisation du continent africain, déstabilisation qui pour lui est la condition de la puissance française, que ce soit aux Nations Unies ou sur le terrain économique. On vient de comprendre pourquoi Macron fait à Miami, pourquoi Macron convole en juste noces avec un ancien chef terroriste avéré, un serviteur de la déstabilisation du Moyen-Orient et du monde sous l'égide de l'OTAN et des pouvoirs sionistes. C'est parce que Macron est en mal de mercenaires et que par centaines, par milliers, Macron perd ses supplétifs sur le sol africain. On peut donc dire que les Africains doivent s'attendre au débarquement de mercenaires terroristes syriens à la solde d'Ahmed al-Shara, sans doute, et de Paris, dans les prochaines heures, si ce n'est déjà fait. Mais une fois de plus, la détermination africaine est totale. Comme on le dit au Burkina Faso, nous le disons partout en Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.